Bonjour Joss, merci pour cette occasion. Et en fait, pour moi, c'est la première fois que j'entends cette phrase photographe de résistance. Mm. On connaît qu'il y a photographe de guerre comme catégorie, mais dis-moi, selon toi, c'est quoi la différence entre ces deux termes, photographe de résistance et photographe de guerre? Et pourquoi est-ce que c'est vous qui avez créé cette phrase, par exemple? Et pourquoi cette phrase, pourquoi de photographe de résistance? La première chose, je pourrais dire, c'est que je suis une résistante. Pas seulement avec le peuple palestinien, mais je suis profondément une résistante. Tout le travail que je fais en dehors de la Palestine aussi, c'est de documenter la résistance des peuples ou des gens exclus, de la façon dont ils peuvent se battre pour faire reconnaître leur dignité. Pour moi, le symbole de la résistance, c'est le peuple palestinien, je pense. Donc je suis allée photographier leur résistance. Je suis une résistante, mais je suis allée photographier leur résistance. Je ne suis pas une photographe de guerre parce que c'est pas une guerre. C'est une guerre coloniale. Les Israéliens font la guerre aux Palestiniens, mais les Palestiniens résistent. Ils n'ont pas une armée. C'est pas une guerre où il y a deux belligérants avec une armée palestinienne et une armée israélienne. Donc les Palestiniens, on peut pas dire que ce soit, on peut pas parler. Je ne peux pas supporter le mot de conflit israélo-palestinien. Ce n'est pas le conflit israélo-palestinien. C'est une guerre coloniale menée par l'État d'Israël contre un peuple pour la dépossession de sa terre depuis la Nakba et bien avant. Voilà pourquoi c'est moi qui... on m'a posé plusieurs fois la question. D'abord, j'aime pas la guerre, donc je n'irai jamais photographier la guerre. Ça m'intéresse pas de photographier la guerre. Voir des gens en train de s'entretuer ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment les gens se battent pour leurs droits. C'est ça qui m'intéresse dans ma vie, dans mes actions politiques et dans mon travail de photographe. Est-ce que vous pouvez nous donner une identification de comme le dictionnaire, par exemple? Si on ouvre un dictionnaire, on cherche le mot photographe de résistance, qu'est-ce qu'on peut lire? Et si c'était à vous d'écrire ce qu'on va lire? Je pense qu'on ne peut pas définir photographe de la résistance. On peut définir la résistance. Qu'est-ce que la résistance? Pourquoi les gens résistent à l'oppression, à l'agression, à l'apartheid en Israël? Et après, on est photographe. Donc, moi, j'ai fait le choix depuis le début, de photographier la résistance du peuple palestinien. Parce que la résistance du peuple palestinien, c'est pas seulement des actes violents. C'est aussi être légitime sur sa terre, c'est aussi vouloir rester sur sa terre, c'est vouloir absolument c'est vouloir être un peuple dans toute sa dimension, avec sa culture, avec ses contradictions, avec ses classes sociales, avec alors, ce qui est très important pour moi, c'est quand je suis arrivée la première fois en Palestine, j'avais en moi les images de la guerre au Liban et des fédayines, des résistants fédayines. Je suis arrivée là avec ces images-là. Et il y avait Sabra et Shatila, hein, vraiment la grande blessure de Sabra et Shatila. Et j'arrive en Palestine et je trouve un peuple paisible, en paix avec lui-même, en paix sur sa terre. Et j'ai été tellement surprise et tellement émerveillée, parce que c'est pas seulement une surprise, c'est un émerveillement. Je suis rentrée en relation avec eux directement. Comment peuvent-ils, dans les conditions qu'on leur a imposées, la Nakba, la répression, les tueries régulières, en 87, il y avait déjà des barrages militaires. C'était pas ceux qu'ils ont créés après la deuxième intifada, mais il y en avait déjà. Comment arrivent-ils à être aussi légitimes, se sentir aussi légitimes sur leur terre? Et c'était
évident dans leur façon d'être, de vivre, de faire leur cuisine, de marcher. Je me souviens d'un vieil homme dans Jérusalem qui marchait avec les mains dans le dos, vous savez, avec son petit chapelet, et qui marchait d'un pas tellement souple, tellement tranquille, que je me suis dit, c'est aussi ça la résistance. Et qu'à partir de là, j'ai décidé que c'est ça que je photographierais. Donc j'ai une autre question, mais je ne sais pas si vous voulez ajouter d'autres choses, parce que peut-être vous avez déjà répondu légèrement, mais dans le contexte palestinien, c'est quoi la signification de ce terme photographe de résistance dans le contexte palestinien? Ah, je suis arrivée en Palestine en 87, d'accord? En mai 87, je voulais à tout prix parler du peuple palestinien au moment où partout en Occident on commémorait un an avant la création de l'État d'Israël, etc. Je me suis dit, il faut vraiment avoir un récit du peuple palestinien, ne pas avoir toujours le récit des Israéliens. 6 mois après, j'y vais au mois de mai, j'y vais au mois de septembre, j'y vais en décembre, se déclenche la première intifada, d'accord? Et là, je vois un peuple résistant, tout un peuple résistant. Ici, on avait des images des pierres, la danse des pierres, les jeunes qui lancent des pierres contre les soldats. Alors, d'une certaine façon, c'était plutôt pas mal, parce que ça permettait de parler des Palestiniens. Mais on ne parlait pas de toute l'organisation politique de la résistance palestinienne de la première intifada, tous les comités populaires, toute l'organisation politique avec les groupes politiques qui se rejoignaient et qui organisaient la résistance et les manifestations. Et je suis restée, j'avais décidé de voir dans les villes, dans les villages et dans les camps de réfugiés comment s'organisait la résistance à l'oppression israélienne, à la répression israélienne. Et je suis restée, par exemple, dans un village, j'ai beaucoup d'amis encore dans ce village, à Mezra al-Sharkiye, et qui organisait tous les vendredis la manifestation du vendredi, avec les enfants, avec les femmes, avec les hommes. Et dans les camps de réfugiés, c'était pareil. Et les comités populaires d'éducation, les gens continuaient à éduquer leurs enfants, trouver des moyens, puisque les écoles étaient fermées, trouver les moyens de continuer à éduquer les enfants. Comme on voit encore des images à Gaza, j'ai reçu il y a 2 jours une vidéo où ils ont organisé des écoles sous les tentes. Continuer, ça c'est de la résistance. Ça c'est très particulier à la Palestine. C'est la Palestine, ça, cette façon de vouloir continuer à s'éduquer, à s'organiser et à dire on restera là, sur notre terre. L'histoire personnelle des gens dans tes photos, les gens, comme vous avez déjà dit, les réfugiés, les gens des camps palestiniens, des villes, les enfants, les gens des écoles, les travailleurs, etc. Les histoires personnelles de ces gens. Comment est-ce qu'on peut connecter ces histoires personnelles qui se trouvent dans vos photos, connecter avec largement l'histoire ou le contexte historique? Mais c'est eux qui font l'histoire. C'est ces gens-là qui font l'histoire. Alors, bien sûr que Yasser Arafat fait aussi l'histoire, mais Yasser Arafat, on le filme et on le voit en Europe. Mais tout ce peuple palestinien qui fait l'histoire avec un grand H, on ne les voit jamais. Donc c'est connecté à ça. C'est qu'il faut construire un récit. On doit à tout prix construire un autre récit que celui diffusé par le gouvernement israélien, par l'État d'Israël. C'est le récit d'un peuple. C'est pour ça aussi que je suis allée dans les camps de réfugiés, parce que au moment de la Nakba, j'étais pas née. Donc pour parler de la Nakba, il fallait aller rencontrer ceux qui ont vécu la Nakba. Et quand j'y suis allée la première fois en 92, il y avait encore des personnes qui avaient vécu la Nakba et qui pouvaient m'en parler. C'est eux l'histoire. C'est eux qui font l'histoire. C'est eux qu'on oublie, mais c'est eux qui font l'histoire et c'est eux dont on ne veut pas parler.
On veut invisibiliser le peuple palestinien, et moi j'ai toujours voulu visibiliser le peuple palestinien, qu'on le montre, parce que c'est eux l'histoire, c'est eux qui résistent. C'est pas seulement les groupes armés, c'est tout un peuple qui résiste tous les jours. Quand on va à l'école, malgré la répression, malgré les bombardements, les enfants résistent en allant à l'école. Les parents qui envoient leurs enfants à l'école en mettant des petits rubans dans les cheveux de leurs enfants résistent tous les jours. Et c'est eux qui font l'histoire. En fait, oui, ce mot, ce que vous avez dit, de rendre les Palestiniens invisibles, est-ce que c'est lié à l'intifada ou ça peut remonter au Nakba ou avant ou après ça? Est-ce que c'est rendre les Palestiniens invisibles? Est-ce que c'est seulement maintenant, seulement pendant l'intifada ou c'était... Mais ça a commencé au moment de la création, même avant la création de l'État d'Israël, même au moment de la déclaration Balfour. On parle d'un foyer national juif, et on parle vaguement de tribus installées en Palestine. Et eux disent on va créer un pays sur une terre sans peuple. Dès le début, on les invisibilise. Dès le début, il n'y a personne. Dès le début, on les chasse et on parle des absents. On prend leurs terres en disant c'est les terres des absents. Toujours, on a invisibilisé les Palestiniens. Et même pendant la première intifada, on a invisibilisé les Palestiniens. On a montré que des jeunes lançant des pierres. Mais tout le monde était impliqué pendant la première intifada. Les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde était impliqué à tous les niveaux. Donc c'est ça que je voulais montrer. Et c'est, je crois, ce que j'ai montré et ce que je me suis obstinée inlassablement à montrer. Comment vous croyez aujourd'hui, pendant la guerre génocidaire, on essaie d'invisibiliser, rendre invisibles les Palestiniens. Aujourd'hui, après 35 ans de première intifada? Aujourd'hui, c'est plus que de l'invisibilisation. Aujourd'hui, c'est un génocide. Aujourd'hui, on veut les faire disparaître. À Gaza, on veut les faire disparaître. C'est un génocide, on les tue, on les massacre. Enfin, je ne sais pas, le dernier massacre à Al-Mawazi, c'est une bombe qui ensevelit les gens. Ils sont ensevelis sous le sable. On détruit les universités, on détruit les écoles, on détruit les lieux historiques, les lieux. Donc on veut les anéantir, les faire disparaître à jamais. Les Palestiniens sont restés. Ils n'ont pas voulu disparaître. Donc, on va les faire disparaître. Avant, on les invisibilisait, maintenant, on les fait disparaître. Mais physiquement, on les fait disparaître. Pouvez-vous nous parler de vos expériences en tant que photographe de première et deuxième intifada? Vous avez eu l'expérience en tant qu'un photographe de résistance dans la première intifada et la deuxième intifada. Et je peux dire politiquement, technologiquement, socialement, etc. Il y a une différence. Une différence, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Alors, pendant la première intifada, je suis rentrée dans des familles par un réseau, comme on fait toujours. C'était un réseau communiste. Front populaire, Parti communiste. J'ai rencontré des familles, j'ai vécu avec eux, j'ai pris le temps. J'étais pas avec les 200 photographes qui étaient tous ensemble aux mêmes endroits, aux manifestations. Moi, je circulais toute seule dans les familles. Et j'avais des amis palestiniens déjà, donc je pouvais être en relation très intime avec eux. Pendant la première intifada, c'était un petit peu moins dangereux, parce qu'il n'y avait pas d'armes, les Palestiniens n'avaient pas du tout d'armes, donc c'était des pierres. Sauf que quand même, quand on allait faire des photos des manifestations, l'armée venait tuer des gens. Donc il fallait quand même faire attention. Après, j'ai fait des photos pendant la soi-disant période d'Oslo. Je suis allée de nouveau, j'ai rencontré des gens, je me suis fait de nouveaux amis, en essayant de comprendre comment ils le vivaient.
Moi, j'y croyais pas aux accords d'Oslo. J'étais contre les accords d'Oslo. Je suis plus radicale que les radicaux. Je me disais, ça va pas, ils vont se faire avoir. Mais bon, je me suis fait d'autres amis, des femmes qui créaient des syndicats pour les femmes, des gens qui essayaient, malgré tout, malgré le scepticisme de ce qui était proposé, de construire une société, de s'enraciner dans une société possible. Se déclenche la deuxième intifada armée, puisque les accords d'Oslo ont permis qu'un peu d'armes rentrent dans la zone A, puisqu'il y avait une police palestinienne, donc des armes. Moi, j'ai jamais eu de situation où je pouvais être blessée par les Palestiniens. Jamais. Mais encore une fois, même pendant la deuxième intifada, on a créé un mouvement qui s'appelait les missions civiles pour la protection du peuple palestinien, auquel j'ai beaucoup participé. J'étais dans la première qui était à l'initiative de ce mouvement. Et là, on allait protéger les Palestiniens. On restait sur place. Dans le camp de Jenin, par exemple, on a créé des moments de création et l'armée venait moins. Mais à ce moment-là, on était encore protégés en tant qu'étrangers. Et le fait d'être protégés en tant qu'étrangers permettait de protéger les Palestiniens. Quand ils descendaient de la colline avec leurs chars, quand ils faisaient des couvre-feux, ils savaient qu'on était 25 militants étrangers dans le camp et ça les retenait un petit peu. Aujourd'hui, je crois que c'est très très différent. D'ailleurs, ils commencent à tuer des étrangers. Il y en a eu 2, hein, un Italien et une jeune Américaine qui ont été tués, mais un peu par hasard, je crois. Nous, on y allait en groupe. Donc, on se protégeait, on faisait des manifestations face à l'armée, et ils étaient encore un petit peu... faisaient encore un peu attention à ne pas tuer d'étrangers en Palestine. Aujourd'hui, c'est fini. Vous avez parlé tout à l'heure du récit, le récit palestinien. Comment ces photos, vos photos, peuvent contribuer à un récit ou une narration palestinienne et comment vous voyez ce récit aujourd'hui? Vos photos, des photos fixes, photographies, comment ils peuvent, je veux dire, parler aux Occidentaux, par exemple, aux Français, et parler de récits palestiniens. Oui. Bon, ils ne veulent pas en entendre parler, mais on va essayer de leur imposer quand même. Hein. C'est-à-dire que j'ai photographié pendant presque 40 ans, 35 ans. Donc c'est une histoire, hein. C'est pas juste j'y vais pendant 15 jours, je photographie quelques clashs et je reviens. J'ai photographié la vie intime des Palestiniens, même leur vie politique, puisque je suis allée à Alger, j'ai photographié Arafat, j'ai suivi Arafat. Donc il faut qu'on arrive à imposer ce récit. C'est très difficile en Occident de l'imposer, mais on peut le montrer sur toute une longue période. Et je suis peut-être une des rares photographes à avoir photographié aussi longtemps, sur autant d'années, l'évolution d'une société et d'un peuple. Comment il s'est transformé, comment il a lutté, comment il s'est fait assassiner. Parce qu'on photographiait aussi les obsèques à l'époque. Aujourd'hui, c'est tous les jours, 4, 5. Mais pendant la deuxième intifada et pendant la première intifada, on photographiait les obsèques pour montrer aussi. Donc ces obsèques se sont un petit peu transformées. Pendant la première intifada, les obsèques, c'était des manifestations. Il n'y avait pas forcément les morts dans la manifestation. Il y avait des femmes qui venaient dire, avec des banderoles, qui parlaient politique. Aujourd'hui, les manifestations, ce n'est que les obsèques. Ce n'est que les morts. Est-ce que les photos, est-ce que par exemple, si moi j'entre un expo de vos photos, je peux dire qui commence avec le premier intifada, qui finit jusqu'à aujourd'hui, etc. Est-ce que les photos sans parole, sans mots, est-ce que je peux recevoir un récit ou une histoire d'un certain peuple, de peuple palestinien, par que des photos? Est-ce que donne le récit? Je crois que oui. Je crois que oui. L'ensemble
le fait d'avoir photographié pendant toutes ces années, dans les villages, dans les villes, dans les camps, dans les lieux des réfugiés aussi, hein, au Liban, en Syrie, je pense, peuvent faire comprendre qui est le peuple palestinien. Si on veut bien le voir. Le problème, c'est que ils veulent pas le voir. Ils veulent pas voir ce peuple palestinien. Mais on peut, bien sûr. Je crois qu'à travers ces images, on verra comment les gens vivaient, malgré tout, faisaient leur pain, manifestaient, enterraient leurs morts, allaient au cimetière. J'ai des photos des cimetières qui sont en train de détruire à Gaza. On détruit les cimetières. J'ai gardé cette mémoire des cimetières de Ramallah et de Gaza. Le cimetière de Nuseirat qu'on a détruit, alors que pendant la deuxième intifada, on faisait des obsèques et on rentrait dans le cimetière pour enterrer les martyrs. Donc je crois que oui, on peut comprendre son histoire, il faut dire quand même les lieux. On ne peut pas juste jeter des images comme ça, sans dire les lieux, sans dire la Palestine. Mais je crois que oui, on peut comprendre. Mes amis palestiniens, sociologues, se servent en ce moment, par exemple, on me demande des photos de toute cette période. Parce que ça devient un récit historique aussi. Mais c'est le récit historique des gens, du peuple. C'est pas que le récit historique des Palestiniens, c'est un peuple sur cette terre. Ou en exil. Mais qui est aussi en référence à la terre, toujours. Beaucoup de vos photos capturent un moment historique d'escalade de la violence israélienne. Depuis la première intifada jusqu'à plus tard. Et deuxième intifada, duquel vous avez dit que c'était vraiment... il y avait d'armes, c'était plus violent par rapport au... J'aime pas beaucoup le mot de violent. Violent, non violent. On est toujours en train de demander aux Palestiniens, vous êtes violent, vous êtes non violent. Non, violence de la violence d'Israël. Oui, de la violence d'Israël, oui. Oui. Ces images, comment vos images, comment elles se positionnent devant la violence israélienne? Qu'est-ce que vos images, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles peuvent faire face à la violence israélienne? Est-ce que les photos peuvent, je veux dire, changer quelque chose par rapport à la violence d'Israël? Je crois que non. Je crois que, de toute façon, aujourd'hui, rien ne va les changer. Rien. J'ai photographié, refotographié, et j'ai photographié la destruction, et la reconstruction, et la résistance, et ils ne veulent pas les voir. Et comme les Palestiniens ont décidé de rester et de résister, on les tue, on les anéantit, on les massacre. Donc je crois que, je ne sais pas qui, bien sûr mes photos participeront à l'histoire, un jour, j'espère, et participent aujourd'hui à l'histoire, puisque on me demande des photos à New York, à Londres, parce que peu de gens ont photographié régulièrement des moments historiques de l'histoire du peuple palestinien. Mais c'est nous tous ensemble qui ferons face, on fait face à ce récit inouï de l'État d'Israël qui nie le peuple, qui non seulement le nie mais le massacre, et on n'arrive pas à se faire entendre, alors se faire voir. Si aujourd'hui je demande à faire une exposition à Paris de mes photos, personne n'en voudra. Personne n'en voudra. Mais oui, on ne peut pas, parce que tu sais, si on parle des Palestiniens... D'ailleurs, j'ai proposé cette année un visa pour l'image, ils n'ont pas pris. De toute façon, les images, elles resteront. Ce qui est important, c'est qu'elles vont rester. Je ne sais pas combien de temps la cruauté, le massacre va durer. Mais elles resteront à jamais. Pour dire qui est le peuple palestinien, qui il était, qui il est et qui il sera. Oui, les images, elles restent, vos photos, par exemple, aujourd'hui, après 35 ans presque,
on peut savoir de plus de la première intifada par vos images, même si elles ont été censurées aujourd'hui ou hier, mais un jour, on va toujours accéder à cet événement historique par rapport aux Palestiniens par vos photos. Et je crois que la période d'Oslo aussi sera une période historique, parce que c'est là où se sont construites les frontières. C'est là où l'apartheid s'est réellement mis en place. Et ça, je l'ai documenté. Par exemple, je suis restée pendant le début des années 2000, tous les mois, je photographiais Kalandia, la transformation de Kalandia. Comment ils continuaient à prendre la terre. J'ai fait une exposition qui s'appelait « Les nouvelles portes de Jérusalem ». C'est-à-dire que de plus en plus, ils prenaient la terre de plus en plus loin pour prendre la terre pour agrandir leur Jérusalem, et jusqu'à la construction du mur. Tous les mois, ils changeaient. Ils mettaient des barbelés, ils enlevaient les barbelés, ils mettaient un passage pour prendre les passeports. Et petit à petit, j'ai vu la tranchée du mur. Ils ont commencé à... J'avais des amis qui habitaient Kalandia, très drôles, comme ils sont souvent, les Palestiniens. Un ami qui me disait, il avait fait une fausse tombe à côté des barbelés. Il disait, normalement, ils n'ont pas le droit de repousser les tombes. Donc, il mettait une fausse tombe pour que les barbelés ne passent pas derrière cet espace-là pour continuer à garder la terre. Bon, ça a été fini, hein. À résister tout seul avec sa petite tombe, ça a pas... Voilà, ils ont pris la terre quand même. Et toute cette période d'Oslo est une période de dépossession aussi. Il n'y a pas de quoi être fier de cette période d'Oslo. Les premiers et 12e intifada sont souvent représentés en noir et blanc dans votre collection, mais aujourd'hui, la guerre génocidaire est documentée en noir et blanc, en couleur, ils sont diffusés sur les réseaux sociaux, les télés, etc., etc. Comment ces archives peuvent renforcer la solidarité mondiale avec les Palestiniens? Je veux dire, on a une quantité immense de photos qui arrivent de Gaza et de la Palestine chaque jour. Tout le monde regarde ça, tout le monde le voit. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne voit pas ça, on ne veut pas voir ce qui se passe en Palestine, mais maintenant, tout le monde sur les réseaux sociaux, même par hasard, ils voient des choses, ils voient des photos. Et le cas maintenant, les gens voient plus qu'avant, je crois. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? On voit plus qu'avant, grâce, entre guillemets, à la technologie. Et si c'était le cas, est-ce que ça renforce la solidarité avec les Palestiniens? Je crois que oui, il y a une grande partie de la population, même européenne, hein, qui voit ce qui est en train de se passer et qui sait et qui est très en colère contre ce qui est en train de se passer. Malheureusement, alors je pense que on pourrait faire le lien entre mes archives, alors en noir et blanc parce qu'à l'époque on faisait du noir et blanc, hein, c'est une période particulière de la photographie. Ça va Oui, ça va, parfait. En fait, ça, c'est la dernière question. Oui, je vais juste boire un peu. Moi, de ma côté, j'ai ajouté plusieurs questions parce que je voulais savoir de plus. Je crois que, parce que vous dites des choses vraiment intéressantes, donc je crois que c'est mon cas, mais c'est aussi le musée palestinien. Ils veulent savoir de plus de ça. Et je crois que les visiteurs de l'expo veulent savoir plus. C'est pour ça que j'essayais d'ajouter, peut-être répéter quelques idées pour... oui, d'accord. Malheureusement, je crois que c'est très important qu'il y ait mes archives et ce qui est en train de se diffuser maintenant sur la situation, et que mes archives permettent de comprendre comment les Palestiniens résistent aujourd'hui. D'accord ? Parce qu'ils résistent. C'est pas les lions de Naplouse ou les guêpes de Jenin qui attaquent les Israéliens. C'est les Israéliens
c'est l'armée israélienne qui vient les tuer et eux résistent. Moi, j'ai vu ça en 2020, où j'étais dans le camp avec mes amis, parce que c'est vraiment mon endroit où je vais chez mes amis, je dors chez eux. Et les jeunes, ils sortent pour défendre le camp. Ils ne viennent pas attaquer l'armée israélienne comme ça. C'est quand l'armée rentre qu'ils se mobilisent pour empêcher les tueries de se faire. Et quand ils mettent des bombes dans les rues, c'est pour empêcher que l'armée vienne tuer des gens dans le camp. De toute façon, ils n'en ont pas les moyens. Ils n'ont pas une armée pour se battre contre l'armée israélienne. Donc je crois que le travail que j'ai fait est indispensable. Aujourd'hui, je suis très consciente de ça. À un moment, je me disais, toutes ces photos, elles vont servir à rien, etc. Mais ces photos, elles permettent de comprendre ce qui est en train de se dire aujourd'hui. Et surtout, ça va être une mémoire, puisqu'ils veulent tout détruire. Le camp de réfugiés de Jenin, que j'ai fait photographier par les habitants du camp de Jenin, c'est leur vision de leur camp, c'est leur vision de leur vie, de leur existence. Hein. Ça restera. On ne pourra pas l'enlever aux Palestiniens, ça. Et malgré ces tueries, malgré ce massacre, tout ça existera toujours. C'est-à-dire que cette façon de vouloir invisibiliser le peuple palestinien ne pourra pas se faire. On les rendra visibles. Je ne sais pas combien de temps encore ils vont continuer à les massacrer. J'ai l'impression que c'est sans fin, qu'il va y avoir encore tellement de morts que même moi, je vis avec le cœur déchiré aujourd'hui. Hein, mais il y aura un jour où on pourra dire tout ça. Et on fera le lien entre les deux. Parce que si on garde que ce qu'on voit aujourd'hui, on ne comprendra pas qui était ce peuple. On va juste voir des gens qui se font tuer. Et en plus, comme ils ont tout détruit à Gaza. Moi, j'ai des photos de l'université Al-Azhar. J'ai des gens en train d'étudier. J'ai des gens à l'école. J'ai des gens en train d'échanger. J'ai des gens en train de broder en 88, pendant les couvre-feux, en train de prendre le temps de regarder par la fenêtre si le couvre-feu est fini ou pas, et de broder l'histoire de la Palestine tous les jours. Et ça, on le gardera pour toujours. Ça va pas... En plus, c'est fait avec des négatifs qui ne s'abîment pas. Ça ne sera pas sur des CD, ça ne sera pas sur des disques durs qui vont peut-être se détruire ou s'abîmer. Parce qu'en plus, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au Liban il y a 2 jours, c'est qu'ils peuvent rentrer dans tous les systèmes informatiques qu'ils veulent pour détruire. C'est à un moment, au musée palestinien, ils m'ont dit « Est-ce que tu vas nous donner tes négatifs ?» J'ai dit « Mais il ne faut pas laisser les négatifs là-bas. Les négatifs, il faut que je les garde ici. Ici, on ne pourra pas les bombarder, mes négatifs. Mais si un jour, on décide de bombarder le musée palestinien, ce que j'espère pas vraiment, mais ils vont tout détruire, toutes les archives photographiques qui ont été données là-bas. Bon, même s'ils sauvegardent un maximum, s'ils sauvegardent autant qu'ils peuvent à l'extérieur.